Salut à tous, c'est Bourrichon, on se retrouve pour l'analyse de la 21e journée du top 14. Mais avant de commencer les analyses, j'aimerais vous rappeler de ne pas hésiter à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je fais des analyses après chaque journée du top 14, c'est gratuit et moi ça m'aide beaucoup. Également, en début de semaine, j'ai fait un petit passage chez les copains de Fièvre et Serre pour débriefer le match entre La Rochelle et l'Union Bordeaux-Bègles. C'était un live qui est disponible en rediffusion sur leur chaîne, le lien est en description. Et puis également, comme vous le savez, je bosse à TV7 et lundi soir, on a reçu l'équipe de hockey sur glace des Boxers de Bordeaux qui ont été champions de France. C'est une émission hyper sympa à retrouver sur le site internet de TV7. Je vous laisse aller checker, pareil avec le lien en description. Et bref, retournons à la vidéo avec du coup le débrief de ce fameux match entre La Rochelle et l'UBB. Bon, clairement, c'est un succès bonifié qui fait vraiment du bien dans les têtes à La Rochelle, bien que l'UBB ait envoyé une équipe remaniée. Même si Bordeaux démarre le plus fort avec d'abord l'essai de Sean Mousquet en tout début de rencontre, c'est La Rochelle qui montre un meilleur visage et est plus dangereux. Ils arrivent à être entreprenants derrière, même s'il y a quelques imprécisions. Ils ont eu la possession sur ce match avec 54% au total. Et en défense, ils ont réussi à contenir les assauts bordelais. Je pense notamment à cet arrachage d'Aldrit en première mi-temps ou à cette séquence défensive autour de la 50e minute assez forte qui ne permet pas à Bordeaux de marquer. Ce qui était intéressant de remarquer, c'était que La Rochelle, leur but c'était de mettre un maximum de vitesse dans le jeu, avec notamment Nolan Le Garec qui a fait que ça, jouer des ballons vides, puisqu'il a joué 76% de ses rucks en moins de 3 secondes. Et ça a marché, parce que la redistribution défensive des Bordelais était mauvaise sur ce match, du moins je pense qu'ils étaient asphyxiés par le rythme donné par La Rochelle, et c'est grâce à ça que les Rochelais ont pu marquer. Je pense notamment à ce dernier essai de Nolan Le Garec, où c'est d'abord Dylan Leeds qui voit que les Bordelais n'en peuvent plus, il joue une pénalité rapidement, 2-3 passes et ça fait essai de Le Garec. Cette volonté de mettre du jeu, elle s'illustre aussi avec le peu de jeu au pied qu'il y a eu. Il y a eu un jeu au pied tous les 9,2 ballons, c'est assez faible mine de rien, et La Rochelle nous a habitués à plus. En tout cas du côté de Bordeaux, je pense que c'était un match sans grand intérêt parce qu'ils étaient fatigués après l'aventure européenne. Il faut retenir néanmoins le positif sur la défense, même si la redistribution n'a pas été très bonne face aux longues séquences et rapides séquences de La Rochelle. Mine de rien, sur l'homme à homme, il y a 89% de plaquage réussi, ce qui est assez positif. On continue avec le multi-rugby et d'abord Clermont-Lyon. Déjà, c'était un match arbitré par Holly Davidson, c'était sympa et je trouve qu'elle a vraiment très bien arbitré. C'est Lyon qui démarre le plus fort sur ce match en première mi-temps en étant plus efficace et notamment en défense. Parce que Clermont a eu pas mal le ballon, mais a commis beaucoup d'erreurs. Pourquoi ? Parce que la défense de Lyon était très agressive. Les Lyonnais, même, ils arrivent à marquer sur leur seule véritable action dangereuse en première mi-temps, c'est-à-dire cette chandelle récupérée par Gabin Laure qui amène de la vitesse, et quelques actions plus tard, on a laissé de Guillaume Marchand. Et malgré tout, dans ce match, on a vu beaucoup d'imprécisions, même si on a vu du jeu, il y a eu beaucoup de ballons tombés d'en avant. Au total, il y a eu 36 turnovers perdus si on compte les deux équipes, 23 pour Clermont, ce qui est énorme, et 13 pour Lyon. Mais bon, à force de défendre, Lyon a totalement craqué face au jeu clermontois composé de beaucoup d'offload, et ils ont encaissé un lourd 26-0 entre la 47e et la 63e minute, ce qui les a fait totalement décrocher du match. Du côté de Clermont, on avait vraiment l'impression que tout leur réussissait dans ce jeu mené avec beaucoup d'offload, beaucoup de vitesse, beaucoup d'initiative aussi, à l'image d'un Kylian Amdaoui qui a beaucoup tenté sur ce match, qui a assez peu joué au pied pour un arrière. Et quand on voit les essais, ils sont juste magnifiques. Je pense notamment à celui de Tixeron où il y a des offloads dans tous les sens, et même quand il y avait des rebonds, c'était toujours Clermont qui les rattrapait. Mais ce qui est marrant à souligner, c'est que malgré le fait que Clermont ait beaucoup joué debout sur la vitesse, il y a presque que des avants qui ont marqué en seconde période, entre Seth, Sowakula, Tixeron et Kremer. Ça fait 4 avants pour seulement un 3/4 en la personne de Baptiste Jonot. On continue avec Bayonne qui recevait la section paloise. Bon, clairement, la section frappe très très fort dans cette lutte pour le top 2. Elle s'installe vraiment dans les 2 premières places. Et en première mi-temps, on a d'abord un match qui peine à démarrer, je trouve. C'est un match plutôt de défense, où ça a mis du temps un peu à s'observer avant d'avoir un premier élément déclencheur. Il faudra attendre du coup ce carton jaune donné à cher Tiberghien pour que Pau puisse marquer le premier essai et faire un premier break. Bayonne néanmoins arrive à réagir, mais en toute fin de première mi-temps, et ce fut dur pour qu'ils puissent revenir au score. Pendant tout le match, le jeu de Bayonne manquait de liant entre avant et 3/4, et même à l'intérieur de ces deux groupes. On illustre ces 15 ballons perdus, ce qui est quand même beaucoup. Alors que Pau était vraiment efficace, notamment en seconde période, avec 4 points marqués en moyenne par entrée dans les 22. On a vu un jeu de Pau vraiment complet, à la fois fort devant, avec notamment 33% de mêlées sur introduction bayonnaise qui ont été récupérées par Pau. Dans les rucks, dans les molles et sur les zones d'affrontement, c'est vraiment les Palois qui ont pris le dessus
sur Bayonne, et ça s'est beaucoup vu en fin de match où Bayonne n'avait plus d'énergie, ils étaient rincés tellement Pau a mis de l'agressivité. Et puis si on rajoute des trois quarts ultra tueurs avec Ati Sogbe vraiment en chef d'orchestre qui a beaucoup initié sur ce match, bah, la section était juste inarrêtable en seconde période. Je retiendrai aussi ce magnifique dernier essai qui leur donne le bonus offensif marqué par Emilien Gailleton. Ça prouve les ressources mentales, il restait une minute où on était peut-être déjà dans le temps additionnel quand ils récupèrent le ballon à 2-3 mètres de leur ligne, et eux ce qu'ils veulent c'était le bonus, donc ils le jouent et ils ont bien fait puisqu'ils marquent un essai magnifique. Pau est vraiment un candidat très crédible à la demi-finale directe. On continue avec Montauban qui recevait Toulon. Bon, c'était un match qui malgré le score un peu fleuve était assez haché avec beaucoup de pénalités. Il y a eu beaucoup d'exploits en fait qui ont permis à Toulon de marquer plus que de longues séquences. Les Toulonnais ils étaient au-dessus, il n'y a rien à dire. Néanmoins je pense que Montauban peut avoir des regrets sur ce match. Et notamment en début de seconde période où ils sont pas encore ultra loin au score et ils tentent par 2 fois les pénalités. Alors que pour moi, ils devaient jouer à la main et se rapprocher de l'embut toulonnais parce qu'ils avaient cette période de domination. Au total, il manque 6 points par Thomas Fortunel. Et même s'ils arrivent à marquer et revenir à 22-26, bah avec 6 points en plus ou un essai en plus, bah ils repassaient devant. On aurait peut-être pas eu le même match, même si bon, on a vu que comme d'habitude, Montauban a craqué dans les derniers instants, parce que juste après l'essai marqué qui leur permet de revenir à 4 points, bah 2 minutes après, ils en ont cassé un autre. Donc en fait, ils ont tout donné pour revenir au score, mais après ils avaient plus de jus. A noter que pour Toulon, s'ils veulent espérer quelque chose dans ce top 14, il faudra notamment améliorer la discipline, puisqu'il y a eu pas moins de 15 pénalités concédées et 2 cartons jaunes, et aussi peaufiner la conquête, parce que Montauban n'est pas non plus le plus gros paquet d'avant, mais quand tu fais pas 100% sur tes mêlées, Toulon était à 83%, ce qui est quand même honorable, contre des équipes avec un plus fort paquet d'avant comme Toulouse, le Stade Français ou autre, ça peut être plus compliqué en phase finale. On continue avec Montpellier qui recevait Perpignan. Bon, c'était un match ouvert comme tous les autres, mais Montpellier s'est fait surprendre. Les statistiques sont à leur avantage, que ce soit en possession ou en occupation, ils ont eu 62% de possession et 67% d'occupation, ce qui leur a permis de marquer beaucoup de points. Mais le problème c'est qu'ils auraient dû prendre ce bonus offensif, néanmoins ils ont fait trop de fautes, ils ont eu 10 ballons perdus, ils ont commis 15 pénalités plus un jaune et ça ne leur a pas permis d'occuper davantage le camp de Perpignan. Surtout que Perpignan avait du mal à se dégager de son camp, il y avait beaucoup de touches qui n'ont pas été trouvées de la part des Catalans et c'est quelque chose qu'il va falloir régler aussi. Et ce que j'ai pas compris aussi de la part de Montpellier, c'est que ils avaient un peu de mal derrière, les ballons perdus ils venaient souvent des 3 quarts quand ils écartaient, alors que devant Montpellier dominait clairement les Catalans, 5 essais sur 6 viennent du paquet d'avant. Et donc j'ai pas compris pourquoi ils n'ont pas plus insister dans le secteur de devant et là ils prennent pas un bonus offensif qui peut être vraiment déterminant dans la course au top 2 et plus largement dans la course au top 6, c'est peut-être une erreur. Et de l'autre côté on a eu un Perpignan qui a eu assez peu de ballons mais ultra efficace, 5,6 points marqués en moyenne par entrée dans les 22, c'est plus d'un essai. Et eux, Perpignan, à l'inverse, ils ont joué sur leur force avec notamment les 3 quarts qui étaient en feu. A noter que je pense que la blessure de Wilfried Ouppatin peut désavantager les Montpelliérains sur les prochaines semaines. Je sais pas, je me suis pas renseigné si c'est assez long ou pas, ou s'il peut jouer dès ce week-end. Mais là, on a vu que il est sorti assez tôt et il y a eu que 60% de mêlées gagnées sur ses propres introductions par Montpellier. Je pense que ce garçon a vraiment un impact sur la mêlée du MHR. On passe au match du samedi soir entre Castres et Toulouse. Bon, on va y aller direct. Oui, c'était un match très indiscipliné avec des décisions qui ont fait débat. 12 pénalités de chaque côté, respectivement 3 et 2 cartons jaunes. C'était vraiment pas beau à voir. Et on va parler de celui qui fait le plus débat, c'est évidemment celui de Santiago Arata, et je vais vous donner mon avis. Pour moi, il n'y avait jamais carton jaune. Parce qu'on voit très bien que Choco Barès fait un saut, en fait, même s'il a encore le pied au sol au moment de l'impact avec Arata, tu vois l'impulsion très clairement, et je trouve que c'est limite de la mauvaise foi de la part de l'arbitre vidéo de dire qu'il était encore au sol. Parce que si Arata arrive une seconde plus tard, Choco Barès aurait été en l'air. Et donc pour moi, ça aurait dû être pénalité contre Choco Barès. Et quand on sait en plus que ce carton jaune va être décisif pour l'issue de la rencontre, c'est vraiment dommage d'avoir fait une telle erreur. Parce que Castres va laisser beaucoup d'énergie. Déjà 2 minutes après, ils prennent un essai qui fait repasser Toulouse devant. Et puis après, ils galèrent en monopolisant le ballon, mais en n'arrivant pas trop à percer, à faire concéder une pénalité à Toulouse pour pouvoir marquer 3 points.
Au final, ces 3 points ne serviront à rien vu que Toulouse va se détacher en fin de match. Et c'est dommage parce que Castres avait vraiment eu du répondant après avoir pris la marée en tout début de match. Ils avaient réussi à reprendre l'avantage, à mener au score pendant une grosse partie de la rencontre. En plus, Toulouse a commis beaucoup de fautes sur ce match, avec pas moins de 14 ballons perdus. Et Castres arrivait à avoir le territoire. Mais bon, ce qui a fait la différence entre ces deux équipes, c'est le gap qu'il y a dans l'efficacité. Toulouse, c'est être tueur, notamment après la piqûre qu'ils ont pris avec cette élimination en Champions Cup. Là, dès qu'ils ont eu le ballon en fin de rencontre, c'était essai. Alors que Castres, même s'ils avaient le territoire, ils n'arrivaient pas à marquer. Toulouse a bien su contenir leurs assauts. Et donc on le voit par évidemment la statistique des points marqués par entrée dans les 22. Castres est à 2,4 de moyenne, quand Toulouse est à 5,2. Ça prouve l'efficacité toulousaine qui leur a permis de remporter ce match. Et enfin, le derby parisien pour terminer cette journée avec le Racing qui recevait le Stade Français. Bon, clairement, c'était un derby un peu tronqué vu la compo des Parisiens, et d'ailleurs, je ne comprends pas ce choix. Bon, malgré tout, les joueurs du Stade Français se sont accrochés parce que c'est vraiment en fin de match que le score va vraiment s'élargir. On les voit tenter avec l'arrière Ibo qui a fait un drôle de match, mais le Racing est plus tueur. Les essais de Spring en sont la preuve avec notamment 2 breaks trop facile dans la défense parisienne. Les 25 plaquages manqués ont d'ailleurs permis au Racing de marquer sur des situations où il n'y avait pas forcément de décalage ou de surnombre. Je pense aussi de Neytouvi, où clairement c'est du 1 contre 1 où Neytouvi gagne la collision et marque. Et dans cette même idée, on peut dire aussi que la défense Borderuck n'a pas été suffisamment forte du côté de Paris. Mais le vrai tournant de cette rencontre qui a permis au Racing de prendre le large en fin de match, c'est l'essai de pénalité ponctué avec le carton jaune de Lester Etienne. C'est pour moi ce qui fait totalement craquer les Parisiens à 14 contre 15 pour la fin du match. Puisqu'il n'y avait que 13 points d'écart avant ça, et puis après, c'est fini, le Racing accélère, marque 2 autres essais, prend le bonus offensif, et c'est dommage pour le Stade Français parce que mine de rien, ils permettent au Racing de revenir clairement dans la course au top 6. On passe maintenant au top et au flop. En top, je vais d'abord partir sur Nolan Le Garec. J'en ai parlé, mais il a eu une grosse vitesse d'exécution avec 76% de ruck rapide. Il a une conduite de jeu qui était vraiment bonne, et si le jeu Rochelet a été aussi performant, c'est en partie grâce à lui. Il fait 6 sur 7 au pied, et aussi il marque 2 essais, ce qui est non négligeable, plus un dernier qui a été refusé. On continue avec Pythagus Soakula, 17 ballons touchés, 7 offload, 71 mètres parcourus, 1 essai et 14 sur 15 au plaquage. Il a fait juste un match de titan. Et enfin, le dernier top, c'est Oliver Cowie, 2 essais, 4 franchissements en 12 ballons touchés. Il a eu des courses vraiment très tranchantes. Ces 2 essais, c'est ça, c'est juste vraiment la vitesse qu'il a mis et l'énergie qu'il a mis pour aller marquer. Et c'est celui qui a parcouru le plus de mètres sur ce match avec 106 mètres parcourus. En flop, j'allais sur Cher Tiberghien, parce que je trouve que son carton jaune, déjà en plus d'être une faute vraiment stupide, est vraiment tournant parce qu'il permet à Pau de faire le premier break et après de prendre l'ascendant psychologique. Et puis après, pour les petites stats, il a perdu 2 ballons dans le match et raté un plaquage. Après, je vais aller sur Christian Ambadiang, déjà parce qu'il a manqué 3 plaquages, dont le dernier sur Célian Pouzel qui permet à Toulouse de prendre le bonus offensif. Il a perdu 3 ballons, concédé une pénalité, et j'ai trouvé que même s'il a donné de l'énergie, il n'a pas eu son rendement habituel. Et enfin, le dernier flop, c'est Lester Etienne. Je l'ai dit, son carton jaune est vraiment tournant dans ce match, et c'est clairement un manque de lucidité de faire cette faute, et c'est ce qui permet au Racing de prendre le large en fin de rencontre. Au niveau du classement, c'est vraiment Pau, encore une fois, qui fait la bonne opération, puisqu'avec cette victoire bonifiée à Bayonne, je le rappelle, Pau s'installe vraiment au niveau de la 2e place, et on voit aussi que le Racing, aussi avec sa victoire bonifiée, vraiment talonne Clermont. Et d'ailleurs, je trouve qu'au niveau du calendrier, le Racing a un calendrier plus favorable que Clermont, donc ça va être vraiment intéressant à suivre. Pour ce qui est des pronos maintenant, il y aura 2 matchs intéressants notamment, avec le premier déjà, Stade Français Pau. C'est un match ultra décisif pour la qualification et pour surtout cette place, cette fameuse place dans le top 2 avec Toulouse. Je pense que le Stade Français, après avoir fait tourner, reposer ses 4, va mettre évidemment la grosse équipe et va gagner cette équipe de Pau qui est vraiment impressionnante en ce moment, mais je pense que les Palois vont s'accrocher et ramener un bonus défensif. Un match avec un peu moins d'enjeu, c'est Lyon-Castres, et là je pense que Lyon va gagner à domicile. Pareil, Toulon-Bayonne, pas trop d'enjeu, et je dirais victoire de Toulon avec bonus offensif. Montauban-Racing, je dirais victoire du Racing à Montauban avec le bonus offensif. Perpignan-La Rochelle, je pense que les Rochelais peuvent le faire, parce que Perpignan, oui, est assez fort en attaque, mais est vraiment irrégulier sur cette saison. Ils ont perdu contre Lyon à domicile assez récemment. Donc pour moi, La Rochelle, s'ils jouent
comme ils ont joué ce week-end, ils iront gagner à Perpignan, mais Perpignan peut prendre un bonus défensif. Le deuxième match ultra intéressant ce week-end pour la place dans le top 2, c'est Bordeaux qui reçoit Montpellier. Bon, je pense que les deux équipes vont mettre l'armada, il n'y aura pas de doute là-dessus. Je vois quand même Bordeaux gagner à domicile, mais dans un match vraiment très accroché, à la limite du match nul, avec une victoire peut-être de Bordeaux d'1 ou 2 points. Et enfin, Toulouse, Clermont. Je pense que Toulouse est vraiment remonté et va gagner clairement avec le bonus offensif. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, comme je disais en début de vidéo, m'écrire un commentaire, mettre un like et partager cette vidéo, c'est des trucs qui m'aident grandement. Aussi, n'hésitez pas à me suivre sur mes autres réseaux sociaux, Instagram, TikTok et Facebook. Je poste toutes mes informations, plus du contenu exclusif, je vous laisse aller checker. Enfin bref, c'était Bourrichon, ciao ciao.